cinématique. Qui parle de cinématique parle du mouvement d'un corps. Et lorsqu'un corps est en mouvement, on parle de mobile. Premièrement, on peut s'intéresser à la vitesse d'un mobile. Lorsque celui-ci se déplace d'un point A, d'abscisse A, à un instant T1, vers un point B, d'abscisse B, à un instant TB. La vitesse moyenne, c'est la distance sur le temps. Donc, la vitesse moyenne dans ce cas, ça fait la distance AB sur le temps delta T. La distance AB, c'est la valeur sur de ins de B moins ins de A sur TB et A. Du coup, si la distance est en mètres et le temps en secondes, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Dans certains exercices, on peut vous donner la vitesse en kilomètres par heure. Or, 1 km, c'est 10 puissance 3 mètres et 1 heure égale à 3600 secondes. Donc, la vitesse revient à mètres sur 3600 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et donc, on va finalement mètres sur 3,6 secondes. Autrement dit, si dans l'exercice, on te donne la vitesse, par exemple, égale à 3, 9, 6, 8, 5 km par heure, on divise simplement la valeur donnée par l'énoncé par combien? Par 3,6 pour convertir la vitesse en mètres par seconde. Partant de cette notion, on peut définir une autre grandeur qu'on appelle l'accélération moyenne. L'accélération moyenne, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. La vitesse étant en mètres par seconde, le temps en secondes, l'accélération moyenne s'exprime donc en mètres par seconde carré. Delta V, c'est la variation de la vitesse, donc ça fait VB moins VA. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, nous avons la vitesse qui est égale à la vitesse initiale plus AT. A, c'est l'accélération qui est en mètres par seconde carré. Et la vitesse, dans ce cas, c'est en mètres par seconde. Si nous prenons la primitive de cette équation, nous obtenons l'équation horaire ou la loi horaire d'un tel mouvement. Et cette loi horaire dépend de la position initiale I0 qui est en mètres, de la vitesse initiale qui est en mètres par seconde, de l'accélération qui est en mètres par seconde carré. Par rapport à la dynamique, nous avons premièrement les trois lois. On ne peut pas parler de la dynamique en cas de terminale sans parler des trois lois newtoniennes. La première loi n'est rien d'autre que l'inertie, qui stipule quoi? Que tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force ne s'exerce sur lui. La loi de l'inertie stipule que tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force ne s'exerce sur lui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si nous prenons une boule, et si cette boule est en mouvement avec une vitesse V, s'il n'y a pas d'obstacle ou de frottement, ce mouvement ne peut qu'être un mouvement rectiligne uniforme. Alors, la deuxième loi a rapport avec l'accélération. La force est égale à quoi? Est égale au produit de la masse multiplié par le vecteur accélération. L'accélération, on avait déjà dit que c'est en mètres par seconde carré. La masse,
est en kilogrammes, donc la force ici est en newton. Selon cette formule, F est égal à MA, qu'on appelle généralement la relation fondamentale de la dynamique. Selon cette formule, si la masse est élevée, alors il faut une grande force. Autrement dit, la force qu'on va déployer pour faire déplacer, c'est-à-dire pour pousser par exemple un vélo, doit être inférieure à la force qu'on doit déployer pour pousser une voiture. Parce que la masse du vélo est largement inférieure à la masse de la voiture. Donc plus la masse augmente, plus la force aussi augmente. La troisième loi newtonienne est la loi d'action et de réaction. Et cette loi stipule que si un corps A exerce une force sur B, alors B aussi exerce une force opposée sur A. C'est tout comme si nous avons un support. Et sur ce support, nous déposons une boule de masse M, donc on doit avoir nécessairement un poids P. Alors, le support, pour pouvoir être en équilibre, doit exercer quoi? Une force opposée qui est la réaction R. Donc, du coup, P ici est égal à moins R. En dehors de ces lois, on peut aussi parler de l'énergie cinétique. Si le corps est en mouvement avec une certaine vitesse, il y a une énergie qui est l'énergie cinétique. Cette énergie est égale à la moitié du produit de la masse multiplié par le carré de la vitesse. L'énergie ici est en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse est en mètres par seconde. Étant donné que c'est au carré ici, je lève ça au carré. Si le corps se déplace suivant une certaine hauteur ou bien une certaine attitude, alors il y aura forcément une énergie que nous appelons l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en joules est égale au produit de la masse, qui est en kilogrammes, de G, qui est la pesanteur, qui est en quoi? En newton par kilogramme, ou bien en mètres par seconde carré. Et H, qui est là, c'est la hauteur qui est en mètres. Alors, selon le niveau de référence, l'énergie potentielle peut être égale à mgh ou moins mgh. Et vous savez comment il faut déterminer la hauteur h. Je suppose que vous avez peut-être un plan incliné. Et sur ce plan incliné, là, vous avez peut-être un objet de poids P. L'objet quitte peut-être le point A pour aller peut-être en B. Dans les signes, on va vous donner la distance AB. Alors, en partant de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on peut définir une nouvelle forme d'énergie que nous appelons l'énergie mécanique. L'énergie mécanique n'est rien d'autre que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et cette énergie se conserve si et seulement si les forces de frottement sont négligeables. Donc, si nous supposons que les forces de frottement ne sont pas considérables, alors l'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, est une constante. Donc, du coup, dans notre cas ici, étant donné que les forces de frottement n'existent pas, alors je dirais quoi? Je dirais que l'énergie